Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce numéro de votre émission La Grande Interview qui a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est l'envoyé spécial du président François Hollande pour la planète. Il est dans nos murs depuis quelques jours pour discuter avec nos autorités des questions environnementales. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, quel est le sens de votre visite au Sénégal? Écoutez, il s'inscrit dans la mission que m'a confiée François Hollande et que j'ai acceptée, qui est une mission diplomatique au service des enjeux universels. Qu'est-ce que c'est que les enjeux universels? Ce sont tous les enjeux auxquels sont confrontés l'ensemble de l'humanité, quelles que soient nos différences culturelles, religieuses, économiques ou géographiques. Donc, par définition, ce sont des enjeux sur lesquels l'ensemble de la communauté internationale doit se mobiliser parce que chacun, à un moment ou à un autre, risque, si on laisse les phénomènes, au premier rang desquels les enjeux climatiques se développer, eh bien personne ne sera épargné par aucun statut économique ou politique. Donc moi, mon rôle, c'est de mobiliser pour faire en sorte qu'en fonction évidemment des capacités des uns et des autres, chacun prenne sa part de responsabilité. C'est de faire en sorte que les interlocuteurs que je rencontre, s'ils ne le sont pas déjà convaincus, la plupart le sont, de leur rappeler que l'enjeu climatique, pour ne parler que de celui-là, mais ce n'est pas le seul que je porte, n'est pas un enjeu optionnel, mais c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés. L'objet de ma mission, c'est de rencontrer aussi les ONG, les acteurs, comme cet après-midi, les paysans, les acteurs économiques, pour essayer que chacun intègre spontanément ce paramètre et que chacun, là aussi, en fonction de ses capacités, fassent ce qu'ils peuvent, mais plus que ce qu'ils peuvent, et notamment les acteurs économiques. Parce que mon rôle est de rappeler que nous sommes confrontés à la pire menace à laquelle l'humanité n'ait jamais été confrontée, qu'est la menace climatique. Et que malheureusement, c'est un peu l'injustice des choses, de l'histoire, c'est que ça frappe prioritairement des hommes et des femmes qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité. Ça frappera les autres après si on ne fait rien. Mais prioritairement, et notamment ici, dans la bande du Sahel, dans des conditions qui sont déjà par nature des conditions de vie difficiles, eh bien, le basculement climatique accélère le phénomène de désertification et rend une vie difficile en une vie impossible. Moi, mon rôle, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser, c'est d'écouter aussi. D'écouter, par exemple, votre président, qui à juste titre me dit « j'ai conscience de cela ». Mais comprenez que si on veut engager le Sénégal dans un modèle économique qui n'utilise pas les énergies fossiles, on ne pourra pas le faire tout seul. Comprenez que si nous avons un projet comme celui de la muraille verte pour combattre la désertification, mais que ce projet, la communauté internationale ne nous aide pas à le réaliser parce que quelque part, en créant une muraille verte, vous combattez l'avancée de la désertification, mais en même temps, vous séquestrez aussi le CO2 en réhabilitant des sols, en plantant, en faisant cette fameuse barrière verte. Donc si tout ça ne rentre pas dans un processus global, et mon rôle aussi, c'est de saisir cet argument de votre président et d'en faire référence à ceux qui sont concernés par les négociations multilatérales. Parce que je rappelle quand même que la raison, entre autres, pour laquelle je suis là, et comme je serai demain en Nouvelle-Calédonie, où on va réunir une trentaine de chefs d'État des îles océaniennes directement concernées par la montée des eaux des océans, c'est qu'à Paris, en décembre 2015, il y a la conférence climat, qui est probablement à l'agenda diplomatique le moment le plus important de la décennie, mais je dirais plus que cela, pour l'humanité dans son ensemble, un moment déterminant. 195 États vont être réunis à Paris pour décider pour le meilleur et pour le pire de l'avenir de nos enfants. Voilà. Et moi, mon rôle n'est pas de le dramatiser, quoique, c'est de responsabiliser chacun, au-delà des postures, au-delà des rancœurs, au-delà de l'histoire, au-delà des contentieux. Et voilà, moi, c'est un rôle aussi simple que ça. Vous ne dramatisez pas, mais la situation est quand même dramatique au plan... Oui, je ne veux pas la dramatiser au sens que je ne veux pas tétaniser, je ne veux pas culpabiliser, je veux responsabiliser. Et rappeler qu'on a tellement attendu pour agir.
que malheureusement, les phénomènes, eux, se développent non pas d'une manière linéaire, mais d'une manière exponentielle. Mais je rappelle, j'étais au Canada il y a peu de temps, je fais la même chose dans mon propre pays, que ces phénomènes-là ont été majoritairement la conséquence de notre propre développement. On ne l'a pas fait sciemment, bien entendu. Mais maintenant, on sait que, notamment si le changement climatique s'accélère, c'est parce que nous avons saturé l'atmosphère de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, et que la majorité de ces gaz à effet de serre proviennent du monde industriel. Bon, voilà, donc il faut aussi que nous assumions une forme de responsabilité, ce qui n'exonère pas les pays, notamment du Sud, et encore moins les pays émergents, aussi de prendre leur part de responsabilité, mais il faut le faire évidemment avec une vision différenciée en fonction des capacités des uns et des autres. Voilà, donc dit autrement, moi j'essaie de créer une mobilisation positive. Positive, ça veut dire quoi? D'identifier notamment ce qui appartient à la solution dans chaque pays. Cet après-midi, à 1 heure de voiture de Dakar, en allant vers le nord, j'ai rencontré un collectif de paysans qui ont associé 2 techniques très prometteuses à l'échelle de la planète. L'agroécologie d'un côté, qui a pour vertu d'être parfaitement adaptée au changement climatique, et l'utilisation d'une éolienne fabriquée ici à Dakar, qui permet à ces paysans de ne plus utiliser de moteur diesel pour aller pomper l'eau, associer un système d'irrigation au compte-gouttes, donc d'économiser la ressource, et en même temps de réhabiliter les sols avec un principe d'association de plantes, de rotation de culture. Donc, et économiquement, ça ne leur coûte rien. Au contraire, ils ont des meilleurs rendements et ils ont moins de dépenses énergétiques. Voilà un projet à une certaine échelle, mais qu'on peut développer à une immense échelle. Tout à fait. Et dans le même temps, vous avez quelques esprits rétifs qui s'entêtent, dans l'agriculture comme dans l'industrie, à un modèle productiviste, à un modèle intensif qui ne protège pas mais qui détruit. Et mon rôle à moi, c'est d'essayer de faire en sorte que ce petit exemple, mais fortement démonstratif, on puisse s'en servir pour montrer qu'on n'a aucune raison, on peut faire autrement, on sait faire autrement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vos impressions, quelles sont vos impressions après plusieurs visites dans plusieurs zones ici au Sénégal? Ici au Sénégal, mon impression, elle est... Alors encore une fois, il faut la pondérer parce que même si je rencontre des gens qui eux-mêmes ont une connaissance assez exhaustive de la situation écologique, environnementale, de la détermination des uns et des autres, je ne peux pas prétendre en 3 jours avoir une vision exhaustive. Mais première impression, c'est que ce pays est à la fois victime et en même temps acteur. Victime parce que malheureusement, vous voyez bien l'érosion des côtes que vous subissez, la perte de productivité des sols sous la désertification, des populations qui sont obligées de se déplacer parce que tout d'un coup vous n'avez plus de pâturage parce que vous subissez déjà 1 degré d'élévation de température. Donc dans un état qui a déjà des problématiques importantes, notamment économiques, évidemment ça aggrave la situation. Puis par ailleurs, on voit bien, et je découvre que pour finir, il y a une multitude d'initiatives à des petites échelles, à des plus grandes échelles. Donc au Sénégal comme ailleurs, peut-être même plus qu'ailleurs, la société civile a aussi pris sa part d'innovation et de responsabilité. Les paysans dont je vous parlais tout à l'heure, mais une autre association que j'ai rencontrée qui s'appelle la Voûte Nubienne, qui a mis au point une architecture pour construire des maisons, mais peut-être d'autres bâtiments, à des coûts excessivement faibles, mais avec des vertus à la fois écologiques parce que ça n'utilise que des matériaux locaux et notamment l'argile, et avec des vertus bioclimatiques, c'est-à-dire que ce qui permet de ne pas utiliser, si tant est que les populations en aient la possibilité, de la climatisation, mais justement d'avoir une forme de fraîcheur à l'intérieur. Bon, voilà. Après, au niveau de l'État, le Sénégal fait partie des pays dans les négociations internationales qui étaient présents. Votre président, votre ministre des Affaires étrangères m'a confirmé que dans la perspective de la conférence de Paris, ils essaieraient, avec leurs homologues africains, de venir à Paris dans un état d'esprit positif, volontaire, pour faire en sorte que Paris n'échoue pas sur des postures radicales comme certains, au nord comme au sud, peuvent avoir, parce que
il faut faire preuve d'un peu de souplesse. Mais par ailleurs, vous avez évidemment des problématiques combinées et lourdes. Je vois par exemple la situation des déchets, de l'assainissement ici au Sénégal, vos problèmes aussi de ressources halieutiques, parce que vous avez à la fois des pêcheurs artisanaux, mais vous avez aussi une concurrence illégale avec de temps en temps des unités qui viennent pêcher dans vos propres eaux, et je m'aperçois que les autorités, notamment le ministère de l'Environnement, a su parfois avoir des attitudes fermes. Donc voilà, vous n'êtes pas ignorant de ces enjeux-là, mais vous êtes porteur de choses positives. Vous avez des situations par contre parfois difficiles, comme notre pays, mais à votre échelle. Hier, j'ai discuté avec le président et avec le ministre de l'Environnement du trafic de bois, notamment dans la bordure de la Gambie. Bon, j'étais alerté parce que c'est un trafic de bois très important. Et intense d'ailleurs. Et intense. Et j'avais les informations que j'avais, c'est que les trafiquants étaient dans une forme, on va dire un peu d'impunité, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de présence des forces de l'ordre. C'est une région difficile d'accès. Bon, j'ai eu un engagement de votre président qu'il allait avoir une opération militaire pour que les trafiquants sachent que dorénavant, le Sénégal... Il faut mettre de l'ordre à ce niveau. Oui, parce que de temps en temps, ces gens-là sont forts parce qu'il n'y a pas de présence. Mais si à un moment ou à un autre, ils commencent à voir qu'au gré du vent, il peut y avoir une soudaine présence militaire, je pense que ça peut calmer un peu leurs ardeurs. Parce que tout ça fait partie d'un tout. Vous savez, le trafic des espèces menacées, le trafic illégal du bois, quand on coupe des forêts, ça aggrave les changements climatiques. Pourquoi? Parce que vous rendez tout d'un coup à l'atmosphère du gaz carbonique qui est stocké naturellement dans les forêts. Donc c'est aussi important de lutter contre la déforestation que de faire en sorte très rapidement de sortir d'une économie carbonée pour passer à une économie décarbonée et notamment d'utiliser les énergies renouvelables. Mais si vous d'un côté vous réduisez vos émissions en utilisant les énergies renouvelables, mais que simultanément par la dégradation des sols, par la déforestation, vous libérez du CO2 stocké et vous transformez ces puits de carbone en sources de carbone, on n'y arrivera pas. Donc il faut être sur tous les fronts. Mais est-ce que vous pensez qu'après avoir discuté avec le ministre de l'Environnement, le président de la République, le Sénégal a une politique cohérente par rapport aux menaces écologiques qui existent? Je vais me garder d'avoir un jugement définitif parce qu'en 3-4 jours, ça serait un peu prétentieux de ma part. Il y a une volonté. Vous avez un arsenal réglementaire et juridique, j'allais dire quasi suffisant. Peut-être que vous pourriez avoir une loi littorale, ça serait peut-être bien. Le problème que vous avez, comme dans beaucoup de pays, c'est les moyens pour les faire appliquer. Bon, voilà, ça c'est sûr. Parce que vous avez vos propres contraintes économiques et que parfois pour faire appliquer les réglementations, exemple, si je ne me trompe pas, l'utilisation du sable de mer pour la construction est normalement interdite. Et malheureusement, ça perdure. Bon, simplement parce qu'il n'y a peut-être pas les agents qu'il faut. Donc, comme dans tout pays, y compris le nôtre, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont dans le mauvais sens. Mais évidemment, idéalement, ce qui serait parfait dans toutes nos démocraties, c'est que l'environnement soit traité au plus et pas traité de manière verticale, mais d'une manière horizontale. Moi, j'avais obtenu un temps en France, mais ça n'est plus totalement le cas, que l'environnement soit au plus haut niveau de l'État, avec une responsabilité supérieure. Parce que si un ministre, quelle que soit sa bonne volonté, sa conviction, n'est pas dans la même vision et la même dynamique que ceux qui sont à l'agriculture, que ceux qui sont aux finances, que voilà. Donc c'est vrai que le Sénégal pourrait très bien se doter d'une architecture différente du gouvernement et de remonter, voilà. Mais voilà, c'est sa liberté, sa responsabilité. Quand on a fait ça en France, ça a duré 2 ans, hein, donc vous voyez, on l'a fait. C'est facile. Oui, mais pendant 2 ans, on a eu un grand moment d'ambition en France, que tout le monde travaillait ensemble. Il y a eu ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement. Du coup, il y a eu un dialogue constructif et productif avec les partenaires sociaux, avec les ONG, avec les acteurs économiques, avec les collectivités locales, territoriales. Ce dialogue-là, il est très important, parce que tant qu'on est dans des positions frontales, on n'avance pas. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour le Sénégal. Comment créer cette espèce de dialogue? Un dialogue inclusif. Oui, inclusif, où
tout le monde partage d'abord les points de vue, les difficultés, et en même temps une vision et une ambition. Voilà. Et ça, voilà une chose peut-être qui pourrait, je sais que le Grenelle et le pacte écologique dont j'avais été l'auteur en France avaient inspiré comme ça des initiatives similaires dans le monde. Certainement, vous avez dû constater lors de vos visites que les régions côtières est un problème qui est très sérieux au Sénégal, mais il faut beaucoup de moyens également pour régler ce problème. Alors, comment faire face à cette menace sérieuse? Non, mais là, on tombe vraiment à un autre niveau. Et là, il est évident que le Sénégal tout seul ne peut pas embrasser les conséquences d'un phénomène, au passage, qu'il n'a pas provoqué. Enfin, en tout cas, pour l'essentiel du phénomène. Là, s'il n'y a pas des mécanismes, encore une fois, de solidarité entre le Nord et le Sud, c'est tout bonnement pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que vous savez qu'il y a eu un fonds vert pour le climat qui a été créé. C'est pour ça que la France, quand elle est venue au sommet de Ban Ki-moon à New York, a abondé le fonds vert dans un premier temps de 1 milliard de dollars. L'Allemagne a fait de même. Le souhait de ceux qui connaissent ces dossiers-là, c'était que dans un premier temps, le fonds vert soit abondé dans un premier temps à 10 milliards de dollars. On en est loin. Mais c'est ce type d'instrument, dès lors qu'il est bien au service notamment de l'adaptation, et l'adaptation, c'est notamment aider les pays comme les vôtres à lutter contre l'érosion des côtes. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que Paris porte en soi une importance majeure, parce que Paris, c'est aussi discuter de ces financements innovants, et notamment au premier rang desquels le Fonds vert pour le climat, mais encore faut-il que les États y mettent de l'argent, que cet argent soit bien fléché, prioritairement pour l'atténuation, mais simultanément pour l'adaptation, et qui passe directement, sans trop d'intermédiaires, même si possible sans aucun intermédiaire, pour des projets aussi concrets et aussi urgents que cela. Et donc le problème des financements, c'est un problème majeur. C'est un préalable si on veut avoir un accord à Paris. Et ça, c'est la responsabilité des pays notamment industriels, des pays du Nord, mais je dirais même peut-être des grands pays émergents, des bailleurs de fonds, bien entendu, de toutes les institutions économiques et financières mondiales, parce que c'est là qu'il faut mettre de l'argent. Quand on a eu une crise économique en 2008, on a levé presque à l'échelle mondiale 1000 milliards de dollars pour sauver les États ou les banques. Là, on a besoin idéalement à terme de 100 milliards de dollars par an. Bon, dans un premier temps, déjà 10 milliards. Donc on va tester la volonté et la cohérence des États à Paris. Parce que les déclarations, elles sont là. Il y a la volonté, mais bon. Oui, mais maintenant, il faut matérialiser tout cela. Il faut matérialiser, et c'est pas un problème que de moyens. C'est vraiment un problème de volonté coordonnée. Mais pour que cette volonté coordonnée s'affiche, il faut que chacun fasse preuve de bonne volonté. Parce que tant que vous aurez des États qui resteront, alors parfois ça peut être des États comme l'Australie ou le Canada, qui affichent sur ces sujets-là une posture assez réservée, donc qui décourage d'autres pays. Soit vous avez des pays comme l'Inde qui considèrent qu'ils n'ont aucune responsabilité, qu'ils ont d'autres urgences, mais chacun a raison dans son coin, mais tout le monde a tort sur un plan universel, parce que tous ces pays-là, à un moment ou à un autre, vont subir les conséquences des changements climatiques, notamment le fait que ça déplace déjà des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes, mais demain, ça déplacera des centaines de millions de personnes. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que quand des centaines de millions de personnes se déplacent, eh bien, ce sont autant de sources de conflits majeurs, au-delà des souffrances de ceux qui sont amenés à se déplacer. Autre problème que le Sénégal rencontre très souvent, c'est l'avancée du désert. Et la réponse qui a été proposée par l'État du Sénégal, c'est la muraille verte. Est-ce que vous pensez qu'elle est pertinente, cette réponse? Écoutez, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir été sur le terrain. Et je pense que je serai amené à revenir simplement parce que je dois accompagner le président en Nouvelle-Calédonie et que j'étais un peu pris dans l'emploi du temps. Mais j'aurais bien aimé aller voir, pour confirmer un sentiment, une quasi-conviction que j'ai, c'est que c'est exactement le projet qui va bien pour combattre
la désertification, pour réhabiliter les sols, pour fixer les populations qui le souhaitent, pour rétablir un écosystème, et en même temps pour lutter contre les changements climatiques. Parce que ce que j'ai découvert, j'ai rencontré le colonel et les deux colonels d'ailleurs, celui qui actuellement dirige le programme de la muraille verte au Sénégal et celui qui prend sa succession la semaine prochaine. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce projet a une autre vertu que de simplement combattre la désertification, ce qui est déjà bien, c'est que c'est aussi un projet d'atténuation parce que c'est un projet de séquestration de carbone. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que si ce projet contribue à réduire la quantité de gaz à effet de serre de l'atmosphère, il doit rentrer dans un mécanisme qui a été élaboré à Rio, qui est ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre. Ça veut dire que vous pourriez être, quelque part, recevoir une forme de rémunération pour cela. Et moi, je vais plaider en ce sens. Donc je pense effectivement que cette muraille verte, avec sa dimension humaine, environnementale, écologique, est évidemment un outil merveilleux. Mais il faut, là aussi, il y a déjà des aides qui ont été faites, et notamment par la France, par l'Europe et par un certain nombre d'institutions. Mais il faut aller plus vite et plus loin, et ça, ce n'est pas seul le Sénégal qui peut le décider. Alors, on a vu que les pays pauvres subissent beaucoup les contre-coups du changement climatique, sans en être forcément les responsables. Est-ce que les pays développés ne doivent pas faire quelque chose? Est-ce que ces pays n'ont pas l'obligation de prendre en charge véritablement les problèmes écologiques auxquels les pays pauvres sont confrontés? Elles ont une responsabilité première. Ce qui ne veut pas dire que les pays pauvres doivent s'en exonérer, parce que si vous reproduisez progressivement dans votre développement les mêmes erreurs que les pays développés, vous allez amplifier un phénomène dont vous serez vous-même victime. Mais c'est la notion de responsabilité commune mais différenciée, et chacun doit agir en fonction de ses capacités et quelque part de ses responsabilités. Donc c'est vrai que les pays notamment industriels doivent en faire beaucoup plus. Et à ce stade, je considère qu'ils n'en font pas assez. Et c'est très clairement, c'est bien l'enjeu de Paris, c'est qu'on soit bien à la hauteur. Mais c'est l'objectif de Paris. L'objectif de Paris, qui a été fixé dans les conférences qui ont précédé Paris, fixé par les Nations Unies, mais qui a été validé par les 195 États, c'est de cumuler les engagements de tous ces États pour faire en sorte de réduire et de contenir les changements climatiques, parce que, encore une fois, pour notamment faire en sorte que des pays comme les vôtres ne subissent pas plus encore les conséquences qu'elles ne subissent ça. Donc c'est bien l'objet de la conférence de Paris. Mais au risque de me répéter, si des pays d'Europe, si les États-Unis, si l'Australie, ces pays-là doivent en faire plus, ou certains pays d'Asie, bien entendu, il faut aussi, mais c'est ce que vous commencez à faire avec la muraille verte ou d'autres stratégies que vous avez initiées, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Voilà. Mais dans un souci d'équité. Donc l'équité, c'est au centre des préoccupations. L'équité, c'est la proportionnalité en fonction des capacités. Alors, nous avons constaté depuis un certain moment également la délocalisation de beaucoup d'entreprises, qui sont des firmes internationales très puissantes, dans des zones où ils pensent que leur rentabilité va encore se développer, mais malheureusement sans prendre en compte les questions environnementales. Alors ça, c'est un vrai sujet. Le sentiment que j'ai, on pourra peut-être toujours trouver un ou deux exemples qui l'infirment, mais c'est que pour les entreprises européennes, et notamment pour les entreprises françaises, je pense qu'elles se sont mises aux normes environnementales et sociales, et ce, depuis un bon moment. D'abord parce que je vais vous dire, elles sont sous l'attention et la vigilance notamment des ONG, et si nous avions des entreprises françaises, ce qui a pu être le cas, et ce qui a été le cas dans le passé, qui s'exonéraient au prétexte de la distance d'un certain nombre de responsabilités sociales et environnementales, honnêtement, ça se saurait dans la seconde, et ça serait très préjudiciable parce que les consommateurs chez nous maintenant sont très réactifs. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les industries et de tous les industriels. Et notamment, je pense que c'est faire injure à personne que certains acteurs économiques, notamment asiatiques, qui ont
une grande influence et parfois un bénéfice pour l'Afrique, n'ont pas la même rigueur. Et je pense, moi c'est le message que je passe en permanence aux responsables africains, et notamment pour se dire les choses très clairement, et n'est pas en cause les autorités chinoises, qui font beaucoup d'ailleurs pour contraindre leurs acteurs économiques à respecter un certain nombre. Mais c'est parfois les industriels eux-mêmes. Moi, ce que je dis souvent aux responsables africains, oui, vous avez besoin de la Chine et la Chine vous apporte beaucoup. Mais les acteurs chinois ont besoin autant de l'Afrique que l'inverse. Donc, il n'y a pas de raison que l'on soit, comment dire, peut-être plus flexible. Et donc, il faut que, pour ne parler que d'eux, je ne veux pas jeter la pierre, mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. C'est l'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de la Chine, c'est l'intérêt de la planète. Et voilà, dans le trafic des espèces menacées, pas forcément même le trafic du bois, mais le trafic d'ivoire dans l'Afrique centrale, on voit bien que malheureusement, il y a un itinéraire qui souvent débouche en Chine. Donc voilà, il faut une fermeté, parce que c'est en plus décourageant pour nos entreprises qui ont fait des efforts maintenant, mais qui se retrouvent dans des situations un peu de déséquilibre en termes de concurrence, parce qu'ils ont fait des efforts qui leur coûtent, et ils ont l'impression qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Alors, Paris va accueillir en décembre 2015 une grande rencontre sur les questions environnementales. Alors, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les axes majeurs de réflexion qui vont animer cette conférence? Vous savez, bon, il faut bien comprendre quel est l'objectif et quel est le mandat de Paris. Paris, donc, c'est un processus des Nations Unies, hébergé par la France, parce que la France a été la seule candidate d'ailleurs, parce que personne ne voulait récupérer cet événement. Mais est-ce que cela ne témoigne pas de la mauvaise volonté des grandes puissances sur les questions environnementales? Ça montre bien que jusqu'à présent, entre les mots et les actes, il y a un long chemin. Et j'espère que Paris fera en sorte que les actes et les mots enfin coïncident. Personnellement, je serai excessivement exigeant, parce que c'est encore une fois l'avenir de nos enfants qui se joue là, pas dans 50 ans, maintenant, en fonction des décisions qu'on va prendre. Paris, l'objectif de Paris, c'est que les mesures qui vont être prises par l'ensemble des États doivent permettre de contenir les changements climatiques en cours de siècle à 2 degrés d'élévation. 2 degrés, ça ne veut pas dire que ça va être indolore. Ça va être rude pour beaucoup de pays, même chez nous. Mais c'est parce que c'est encore ce qui est à notre portée, et c'est ce qui probablement, sur un plan économique et technologique, nous permet de faire face. Au-delà de 2 degrés, si nous ne réussissons pas cette cible, pour l'ensemble de l'humanité, c'est un phénomène, ce sont des conséquences irréversibles et non mesurables, mais c'est probablement une immense tragédie pour tout le monde. Je dis dans des mots compréhensibles ce que nous disent les milliers de rapports et d'expertises recensés notamment par le GIEC ou par la Banque mondiale. Donc l'objectif de Paris, ce sont à la fois des engagements chiffrés, évidemment, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, de révision des pratiques agricoles, etc. etc. Mais c'est également, à Paris, l'objectif, c'est les moyens et les modalités pour parvenir à ces objectifs. Parce que c'est ça qui est très important. Parce qu'on peut toujours se fixer un objectif à 2050, mais ce qu'il faut aussi, c'est préciser comment on y va, voilà, avec quelle modalité. Donc voilà, Paris, l'humanité joue d'une certaine manière son avenir. En tout cas, on va dire, le monde ne va pas s'écrouler le 1er janvier 2016 si Paris a échoué. Mais je peux vous dire que le siècle va être... et il n'avait pas besoin de ça, parce que regardez déjà ce qui se passe dans le monde sans les changements climatiques. Mais les changements climatiques, ça va être un facteur plus qu'aggravant, qui va combiner toutes les crises pour en faire une crise profonde, systémique. Voilà. Donc voilà, et en même temps à Paris, il y a un moment quand même, il y a un peu d'espoir. D'abord, il y a un espoir parce que je pense que
à part 2-3 États ou même pas personne, plus personne ne conteste le diagnostic. Et les technologies ont avancé. Donc elles sont là. Les technologies ou les process, y compris en matière d'agriculture, en matière de lutte contre la désertification, comment réhabiliter les sols, en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de la ville durable. Mais tout dépend si ceux qui possèdent ces technologies les conservent ou les partagent. Tout à fait. Et donc c'est aussi un changement de mentalité qu'il faut opérer à Paris. Si on veut que vous vous développiez en utilisant prioritairement les énergies renouvelables, il faut faire en sorte que vous puissiez y accéder à des coûts concurrentiels. Donc on peut s'attendre Paris à un accord global juridique et contraignant pour contenir les changements climatiques. C'est un défi, ça. Et l'objectif, c'est pas moi et vous qui l'avons fixé, ce sont les États eux-mêmes qui les ont fixés dans les conférences principales. Donc il va falloir qu'il y ait un moment ou un autre, là, vous parliez de cohérence tout à l'heure, là c'est le moment de vérité pour savoir si tout le monde est prêt à mettre la main au portefeuille, pour employer une expression un peu triviale, ou pas, voilà. Mais on a remarqué que certains pays très développés développent quand même un sentiment d'égoïsme sur certaines questions parce qu'ils disent que ça ne leur préoccupe pas. Est-ce qu'on a les moyens coercitifs pour les imposer de paraffer certains... Non, on n'a pas de moyens coercitifs pour forcer les États à signer un accord global juridiquement contraignant. S'ils signent un accord, après, et qui est juridiquement contraignant, après, c'est l'intérêt d'un accord comme ça, c'est qu'à partir du moment où cet accord a une dimension juridique internationale, évidemment, en cela, l'accord est contraignant. C'est pour ça que c'est important. Voilà. Avant, on ne peut pas... moi d'ailleurs, je le dis souvent dans mes déplacements, je n'ai que mes mots pour convaincre. Alors mes mots accompagnés d'arguments pour montrer à chacun que c'est l'intérêt de personne d'être égoïste, que si on reste dans nos nationalismes, dans nos postures égoïstes, mais vous savez, vous connaissez la phrase de Martin Luther King, il disait « Nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots ». Mais c'est pareil pour les changements climatiques. On est condamnés à agir ensemble ou tous souffrir comme des idiots. Et moi, c'est mon argument principal. C'est que, quand je vous disais qu'aucun statut ne nous immunisera contre les conséquences des changements climatiques, vous savez, l'Europe qui est en pointe sur ces sujets-là, et qui l'a été, qui l'est un peu moins, mais qui l'est encore, Monique Barbu, avec qui j'étais récemment, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la désertification, me disait que la désertification aura porté entre 2000 et 2020 aux portes de l'Europe 60 millions de personnes. Donc je dis ça pas pour vous, pour l'Europe, c'est que c'est aussi la responsabilité et l'intérêt de l'Europe d'enrayer ces phénomènes-là, et plus que de les enrayer, de les réhabiliter, parce qu'il ne suffit pas de combattre la désertification, il faut même rentrer maintenant dans une démarche de réhabilitation. Il faut redonner à ces sols-là une forme de productivité. Donc voilà le niveau d'ambition qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas s'en effrayer, il faut s'en responsabiliser. Mais c'est une question de priorité. C'est pas un problème de... Il y a 20 ans, on aurait été un peu pris de court, parce qu'on n'avait pas les technologies. On les a maintenant. Mais il faut fixer des priorités. Ça veut dire qu'au lieu de disperser nos intelligences et nos économies sur tous les fronts, il faut bien acter que la priorité des priorités, c'est réduire les inégalités, combattre les changements climatiques parce que c'est l'enjeu majeur. Et donc nos priorités, ça veut dire que nos investissements, on doit les mettre là. Et notamment les instruments de coopération, les instruments de développement, les investissements, ils doivent aller là. Si on n'acte pas, on n'aura pas assez d'argent parce qu'on va être sur tous les fronts. Et c'est mon message central, c'est que où on disperse les moyens, ou on les concentre. Alors, et il faut les concentrer sur il faut les concentrer, je crois. C'est mieux. Alors, pour revenir sur les pays pauvres, est-ce qu'on ne peut pas soumettre l'aide au développement que nous recevons de manière périodique à une contrainte par rapport à la prise en charge des questions environnementales? Non, mais c'est très important. La France commence d'ailleurs elle-même dans ses instruments d'aide au développement à avoir une part loin d'être négligeable, même importante,
fléchés en fonction justement des enjeux environnementaux et donc climatiques par définition. Mais c'est vrai que les bailleurs, que ce soit la Banque mondiale d'ailleurs, la Banque mondiale elle-même maintenant, voilà. Mais il faut que tout le monde s'y mette, et ça c'est très important. Il faut que, évidemment, la dimension économique est importante, la dimension humaine est très importante, mais c'est lié. Et donc il faut que la composante environnementale soit absolument indissociable. Et il n'est plus question maintenant de subventionner. Vous savez, il y a 650 milliards de dollars par an dans le monde de subventions aux énergies fossiles. Et le coût des catastrophes climatiques coûte à la communauté internationale à peu près 450 milliards de dollars. Est-ce que vous ne voyez pas simplement dans cette forme de schizophrénie, parce que d'un côté vous mettez 650 milliards de dollars pour provoquer des désastres qui nous coûtent 450 milliards de dollars. Si vous cumulez les deux sommes, vous arrivez largement aux 1000 milliards de dollars. Et ce n'est pas de 1000 milliards de dollars dont on a besoin, c'est de 100 milliards de dollars. Donc ça c'est une piste majeure. Et voilà. Et donc plutôt que de subventionner les énergies fossiles, il faut très rapidement subventionner prioritairement, progressivement bien entendu, pour laisser à tout le monde le temps de d'adaptation, le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Là, ça c'est du concret. Et les deux chiffres que je vous donne, ils sont imparables. Alors, mais les firmes internationales sont très puissantes. Malgré la volonté de certains pays pour faire face à des questions environnementales, les firmes internationales sont très puissantes et s'organisent quand même pour ne pas respecter très souvent les questions environnementales. Comment faire? Bon, ça c'est un vrai souci. Alors je ne les mets pas encore une fois toutes dans le même lot. Il y a des grandes multinationales qui ont une conscience, qui ont des pratiques respectueuses. Mais il y a quelques grandes firmes que je ne veux pas citer ici, mais dans le domaine notamment de l'agriculture, de la fabrication des semences, des grandes structures dans la chimie, dans les énergies fossiles, qui n'ont pas intérêt à ce que le modèle économique change et qui ont une puissance de lobbying absolument immense. Et d'ailleurs, de mon point de vue, le lobbying doit être encadré. Il ne l'est pas suffisamment. Parce que, quelque part, c'est antidémocratique. Je viens du milieu des ONG. À Bruxelles, pour avoir un lobbyiste, on est obligé de se mettre à plusieurs ONG. Et pendant ce temps, certaines firmes sont quasiment à fond perdu pour aller convaincre avec moult arguments, pas toujours très honnêtes, qu'on ne peut pas se passer de tel type de semences, que l'on ne peut pas se passer... Bon. Donc il y a vraiment un problème de démocratie, mais parce que, encore une fois, tout ça n'est pas régulé. Et il faut réguler aussi cela. Ça ne peut pas être la loi du plus fort. Et il faut que ce soit toujours l'intérêt général, l'intérêt universel qui prime et pas des intérêts particuliers. Donc ça, c'est très important, mais le problème des sujets que je porte, c'est qu'ils sont au carrefour de tous les lobbies agricoles, les lobbies des semenciers, les lobbies pétroliers. Voilà, et c'est tout, ça a beaucoup retardé d'ailleurs la prise de conscience, parce que vous savez, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les semeurs de doute ». Et derrière ces semeurs de doute, vous aviez notamment ces entreprises-là qui étaient là pour semer le doute, qui ont fait en sorte que pendant de nombreuses années, on n'a pas cru que l'humanité avait une responsabilité dans les changements climatiques. Ça a retardé. Donc c'est vrai, c'est un problème essentiel. Mais là où les États ont une responsabilité, c'est que à 28, par exemple, pour ne parler de l'Europe, on peut faire face à ces lobbies-là. Voilà. C'est plus difficile quand on est tout seul. Mais si l'Europe se fixe un certain nombre, comme elle commence à le faire, de règles environnementales, sociales, eh ben, elle est en capacité après de se protéger pour vis-à-vis de l'importation d'un certain nombre de produits qui, eux, n'ont pas été soumis aux mêmes règles environnementales et sociales. Ça fait partie de la cohérence dont vous parliez tout à l'heure. Alors, la grande rencontre se sera en France, en décembre 2015. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit venir, de manière globale, parler d'une même voix sur les questions environnementales pour être plus efficace? Qu'elle doit venir, oui, et que chacun des acteurs, notamment dans les pays industriels et les pays du G20, donne à l'Afrique
la voix qu'elle mérite d'avoir et que ce ne soit pas une voix marginale. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'Afrique soit associée au dernier moment. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est surtout important, c'est qu'on donne à l'Afrique la place qu'elle mérite et qu'elle doit avoir, ne serait-ce qu'au nom de la solidarité, puisque, encore une fois, vous êtes d'abord victime et en aucune manière responsable. Donc, de fait, vous méritez d'avoir la place. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça exonère l'Afrique d'avoir une attitude constructive et positive. Tenant compte aussi des propres difficultés des pays du Nord, parce que ce n'est pas si simple que ça pour nous. On nous appelle pays riches, oui, par rapport à votre propre PIB, certainement. Enfin, nous avons aussi notre lot de difficultés. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que l'Afrique, vous avez un groupe qu'on appelle le G77, dans lequel vous avez aussi bien d'ailleurs la Chine que les pays africains. Dans ce groupe, il y a parfois des pays qui ont des postures très radicales, qu'on peut comprendre, parce que dire, écoutez, c'est votre faute. Mais ça ne fait pas avancer ça les règle choses. pas le problème. Voilà. Et il peut y avoir aussi des postures radicales dans des pays du Nord. Et mon rôle à moi, c'est de dire qu'il faut que chacun fasse preuve d'un peu de bonne volonté, de souplesse. Qu'on n'achoppe pas à Paris simplement pour des postures. Voilà. Il faut être exigeant, mais avec une forme de souplesse aussi. Merci beaucoup. Merci Nicolas Hulot. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du président François Hollande pour la planète de manière globale. Et vous êtes un ancien journaliste, très engagé sur les questions environnementales. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La Grande Interview.